Olivia, bonjour. Bonjour Géry. Merci d'avoir accepté notre invitation pour aujourd'hui. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Alors, pour commencer notre interview, je vais te demander tout simplement de te présenter. Parle-nous de toi et de ton entreprise. Alors moi, c'est Olivia Godluc. Ça va faire 3 ans que j'habite en Polynésie. 3 ans que j'ai rejoint la co-gérance de l'entreprise Blue Star. Donc Blue Star, c'est une entreprise qui a plus de 40 ans d'existence en Polynésie. Connue pour ses savates originellement, d'accord. Donc c'est une entreprise familiale qui a été créée par Ennio et Marina Kyoki et aujourd'hui qui appartient à leur fille Loana, avec qui je partage la co-gérance. Alors c'est une entreprise qui a plus de 40 ans. Il y a beaucoup d'histoires. On se souvient tous, on a tous porté des savates Blue Star. Qu'est-ce que ça fait d'entrer dans une entreprise comme ça avec autant d'histoires, 40 ans d'histoire? Alors c'est vrai que c'est assez intéressant parce que tout le monde en Polynésie connaît Blue Star. Ça parle, que ce soit Blue Star ou la marque aujourd'hui Tahitian Move. Donc c'est des savates qui sont mythiques, que les gens reconnaissent et à qui il y a vraiment un attachement et du coup ça fait plaisir. En fait, pour la petite histoire, entre autres, en 2008, si je dis pas de bêtises, j'ai eu l'occasion de venir en Polynésie parce que mes parents vivaient en Polynésie à ce moment-là et donc la jeune chambre de commerce avait créé une conférence sur les opportunités entre la Polynésie et l'Inde. Donc on avait eu une petite vitrine lors de notre séjour et à ce moment-là, j'ai rencontré Blue Star et à partir de là, donc dès 2008, nous avons commencé à travailler ensemble, donc pendant 8 ans à distance, où je gérais une partie de tout ce qui était production sur l'Asie, et depuis 3 ans en local, sur place. Alors c'est vrai que l'entreprise a beaucoup évolué. On reconnaît, enfin il y a on va dire les savates traditionnelles, Blue Star que tout le monde connaît, mais il y a également cette marque Tahitian Move qui a été créée par Loana, je crois. Voilà, c'est ça. Et c'est un renouveau de la savate. Alors, on garde la savate traditionnelle et massage, elles s'appellent comme ça, elles n'ont pas changé. On essaye de les rendre toujours un peu plus innovantes avec des nouvelles couleurs. On a rajouté le petit drapeau sur la lanière il y a pas très longtemps. On a créé une gamme Go Green avec dont c'est les semelles noires qui sont elles en caoutchouc recyclé. Donc au niveau de l'éco-conception, on a beaucoup progressé au niveau des savates traditionnelles et massages. Et ensuite, il y a donc les savates de la marque Tahitian Move, qui sont les savates imprimées. Donc Tahitian Move, c'est une marque qui a été lancée en 2006 et qui, avec la collaboration d'Alberto Vivian, qui est notre directeur artistique, en 2010-2011, a eu un gros boom avec un renouveau au niveau de tout ce qui était dessin, illustration, et pour en faire un vrai accessoire de mode. Pour une production industrielle, est-ce que c'est facile de respecter l'environnement? Tu parlais de savates avec du caoutchouc recyclé. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner quelques astuces sur ce que vous avez mis en place dans l'entreprise? Alors c'est pas facile dans un milieu industriel de pouvoir être consistant à 100% avec ce qu'on pense ou ce qu'on aimerait faire. Ça c'est une réalité, parce qu'à partir du moment où on met un produit consommable sur le marché, ça reste un produit consommable. Oui. Donc voilà, d'où le bac à savate sur lequel on reviendra pour essayer d'assurer une fin de vie un peu mieux. Donc non, les défis ils sont permanents, ils sont au niveau de la production, donc essayer de travailler sur l'éco-conception. Alors tout ça toujours dans une mesure, dans un équilibre rentabilité, possibilité de mise en place, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Par exemple, je parlais donc des savates en caoutchouc recyclé. Aujourd'hui, le caoutchouc recyclé, c'est uniquement de la couleur noire, mais du coup, ça reste très limité parce qu'il y a beaucoup de gens que ça va pas intéresser d'avoir la semelle de base couleur noire. Ensuite, au niveau des encres, on travaille uniquement avec des encres qui respectent la norme REACH, qui est la norme européenne, et qui sont des encres à base d'eau, afin d'être là aussi le moins toxique possible. Le caoutchouc, c'est quand même une matière naturelle, donc on travaille avec un producteur qui nous assure une certaine durabilité dans la gestion de ses forêts. C'est un producteur qui est intégré, donc qui produit du caoutchouc à la savate et d'autres choses, évidemment. Et puis après, il y a normes environnementales et également normes sociales qui sont importantes à considérer. Donc ça, c'est des visites d'usine, c'est une permanente relation avec son fournisseur et voir comment évoluer ensemble, parce que lui aussi, il a besoin de s'adapter, de répondre aux critères
changeant et nécessaire. Donc voilà, on essaie de faire au mieux, mais il y a une contrainte de prix à maintenir. Il y a un transport incontournable pour faire venir les produits en Polynésie, donc un impact supplémentaire. Très peu de marge sur un produit comme la savate pour pouvoir augmenter des prix, parce qu'on s'attend que ça soit un produit de consommation courante. Normalement, les traditionnels, les massages, 5 francs d'augmentation de prix, c'est quelque chose que nos clients ne tolèrent pas. Et à nous de pouvoir continuer dans cette marge toujours plus petite, d'essayer de voir comment on peut faire mieux, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus et que forcément, il faudra passer à une autre étape. Oui, donc l'une des choses que vous proposez, c'est le bac à savate, le système de bac à savate. Est-ce que tu peux nous expliquer ce système? Voilà, donc le concept du bac à savate est parti du constat que nous créons un produit qui, une fois arrivé en fin de vie, n'est pas revalorisé et finit au mieux dans une poubelle, au pire dans le lagon. Donc on s'est inspiré d'une initiative qui a été créée il y a déjà quelques années au Kenya, où une ONG récupère par l'intermédiaire de collecteurs informels des savates qui s'échouent sur les plages, et donc qui les récupéraient pour ensuite les transformer en objets d'art. Et donc nous, en tant que producteurs, donc avec un point de vue différent et en s'appropriant un peu le concept de responsabilité élargie du producteur, on s'est dit qu'on devait, nous aussi, offrir à nos clients la possibilité de récupérer leurs savates et de les revaloriser d'une certaine façon. Donc le bac à savates accueille toutes les marques de savates à partir du moment où elles sont en caoutchouc. Donc tout ce qui est cuir ou tissu, c'est pas quelque chose qu'on travaille. Donc on a mis en place un partenariat avec l'association Umamero qui œuvre à la réinsertion professionnelle des handicapés. Donc on les a contactés en leur disant voilà, nous on a une matière première qu'on est prêt à mettre à votre disposition. Est-ce que vous seriez capable de vous l'approprier et d'en faire quelque chose? Ils ont été de suite enchantés par le projet et sont revenus avec des petites créations surprenantes dès le départ. Et c'est vraiment une montée en puissance parce que ils font toujours mieux. Et c'est fantastique parce qu'ils sont vraiment appropriés cette matière et maintenant donc on a abouti. Bon là je l'ai plus parce qu'on l'a vendu, mais on a eu un tiki d'1 demi-mètre qui a été fait avec plus de 500 savates. Et donc maintenant, on est vraiment dans un concept où ils créent des blocs. Ils ont vraiment réussi à masteriser le collage des différentes semelles pour avoir quelque chose de le plus lisse possible et ensuite de le sculpter. Donc, sky is the limit maintenant, à nous de voir tous les objets, tout ce qui pourrait être mis en place à partir de cette matière. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les bacs à savates? Alors, les bacs à savates, il y a plusieurs points de location. Le premier, il est dans notre boutique sur Whareute. Ensuite, on a un bac à savates chez Ecovrac. Il y a un bac à savates à la CCISM. Il y a un bac à savates à la Marina d'Aroué. Il y a des bacs à savates qui voyagent dans des écoles, dans des grandes surfaces, sur des événements sportifs en fonction des sollicitations qu'on puisse avoir. Sur Moréa, l'association Océania collecte les savates. Sur les marquises à Wapo, maintenant on a une boutique qui souhaite se mettre à collecter et qui est en train de dessiner son bac. Donc voilà, c'est en mouvance, on est beaucoup sollicités. Nous, c'est quelque chose qu'on voit d'un extrêmement bon œil parce que ça nous permet de collecter toujours plus de savates en mettant des points de collecte facilement accessibles. Au niveau de nos partenaires qui accueillent des bacs à savates, ce qu'on leur demande, c'est vraiment d'être vigilants parce qu'on veut pas que ça devienne une poubelle. Oui. Ni Umamero, ni Blue Star Station Move ne sont éboueurs, donc on voudrait que l'intégrité du bac à savates soit respectée et qu'on n'y trouve que des savates, si possible. Donc voilà, c'est la seule contrainte qu'on impose. Et une fois de retour à l'entrepôt, on les pèse de manière à pouvoir avoir des indicateurs, maintenir des indicateurs de ce qui est collecté. Et après, les savates sont déposées chez Umamero. D'accord. C'est peut-être une question idiote, mais est-ce que la protection de l'environnement, c'est une mode? Ça devient la mode, c'est sympa de protéger l'environnement, ou c'est une vraie volonté forte des personnes qui se mobilisent partout? Dis-moi. Je pense qu'il y a des deux. Oui. Il y a évidemment une mode, parce que ça devient absolument mainstream, tout le monde ne parle que de ça.
Et évidemment, toute mode génère opportunité, hein, que ça soit de création d'entreprises, de nouveaux produits, d'innovation, ça fait partie de l'état d'évolution des choses. Si cela peut être une mode un petit peu moins néfaste que d'autres modes qu'on a pu avoir, pourquoi pas? Je pense qu'il faut jamais être puriste dans rien parce que tout est toujours consensus et compromis. Donc oui, c'est une mode si ça permet de pouvoir rassembler un maximum de personnes qui du coup, par leurs petits gestes, œuvrent à faire que on aboutisse à une société plus durable. Bah, tant mieux. Ne pas le juger négativement et prendre ce qu'il y a à prendre. Alors, on parle de mode je mets entre guillemets parce qu'on parle beaucoup de plastique, de sacs plastiques. C'est une problématique qui commence à nous toucher fortement, qui touche les écosystèmes et qui par exemple le WWF nous dit que on mange du plastique tous les jours, donc c'est l'équivalent d'une carte de crédit. Donc ça commence à devenir inquiétant. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du projet de la CERD, je vais montrer ce que je possède. Vous proposez en fait des sacs en jute pour remplacer le sac plastique. Alors, explique-nous un petit peu le projet. Alors, c'est quelque chose qui a commencé en 2018, d'accord, où Tahitian Move avait une gamme de sacs en jute de sa propre marque, avec ses designs. Et on est parti du constat que on a un savoir-faire dans la réalisation de sacs en jute. Pourquoi ne pas essayer de trouver un produit qui ne soit pas marqué Tahitian Move, qui ne soit pas marqué du tout, qui soit le moins cher possible pour en faire une alternative au sac plastique. Donc l'idée, elle est vraiment partie de là. On a travaillé avec notre fournisseur et on leur a dit, voilà, nous maintenant, on veut un sac qui soit le plus dénué possible d'accessoires, de choses. Donc une impression, une face, une couleur, pas de lamination, une maille qui n'est pas forcément finement tissée, mais dont l'avantage numéro 1, c'est qu'il reste le plus naturel possible. Et niveau prix, ça nous permet, rendu en Polynésie, d'avoir des sacs qu'on peut proposer en prix public, TTC, entre 250 et 350 francs. Et ça tient extrêmement longtemps. Ça tient extrêmement longtemps. Vraiment, faut y aller pour les abîmer. Alors après, ça reste une matière naturelle, hein, donc ça se découd, ça va s'effilocher, et puis les fibres, au bout d'un moment, vont lâcher. Mais honnêtement, moi, les premiers sacs qu'on a eu, donc dès début 2018, j'en ai eu. Je fais mes courses qu'avec ça. Et juste là maintenant, donc 2 ans après, j'ai le premier qui est mort. Donc je pense qu'il a amplement rempli sa mission. et le gros avantage, tu me disais, c'est de la fibre naturelle, donc voilà, le sac qui va se détériorer, on peut le mettre dans le composteur, par exemple. Voilà, tout à fait, c'est vraiment de la fibre naturelle, donc il disparaîtra peu à peu naturellement. Alors pourquoi le jute? Et pourquoi pas un tissu en coton, par exemple? On privilégie le jute par rapport au coton parce que le jute est une matière plus propre que le coton au niveau de sa production, donc qui demande nettement moins d'eau, qui demande moins d'entretien, beaucoup moins d'intervention humaine au niveau de tout ce qui est traitement. Donc c'est une plante magnifique. Qui est extrêmement résistante, qui jusqu'à maintenant avait été sous-valorisée et sous-exploitée, et qui aujourd'hui est en plein boom. Alors tant mieux pour les agriculteurs qui s'occupent de ça. Tant mieux pour les agriculteurs qui s'occupent du jute. Je voudrais te poser une question. Est-ce que tout à l'heure je te posais la question sur est-ce que c'est une mode sur la protection de l'environnement ou et également je te demandais si c'était difficile d'être dans une entreprise avec des méthodes industrielles, de pouvoir respecter l'environnement. Qu'est-ce que tu penses justement de tous ces entrepreneurs polynésiens notamment qui créent désormais des entreprises avec une volonté forte, en tout cas affichée, mais moi je les crois, donc je pars du principe que ils veulent le faire, une volonté forte de protéger l'environnement, d'investir dans des associations, d'aider à en fait de créer des économies sociales et solidaires. Qu'est-ce que tu penses de tous ces entrepreneurs? C'est fantastique comme élan parce que déjà l'entrepreneuriat en soi est vraiment quelque chose à favoriser et à pousser parce qu'aujourd'hui le mode du travail comme on le comprend des CDI, il n'y en aura plus, ça ne fonctionnera pas de cette manière-là. Donc que les gens puissent
Se prendre en main eux-mêmes, générer par eux-mêmes leur propre activité est déjà quelque chose de fantastique et la micro-entreprise est clairement à pousser et l'entreprise plus grande aussi d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de pas prendre ça en considération, ça serait vu mal, je pense, ou rétrograde et conservateur. Je pense qu'il manquerait quelque chose au concept de start-up. Je pense qu'aujourd'hui, le concept de start-up, c'est pas uniquement technologique, ça devient environnemental aussi. Et donc oui, il faut pousser toutes ces innovations et c'est de là que les bonnes idées viendront, hein. L'idée, c'est pas non plus de pousser à la consommation et de créer. C'est de partir d'un constat de, comment est-ce que les gens agissent, qu'est-ce qu'ils utilisent et comment dans le quotidien on pourrait trouver des alternatives. Et donc d'observer et de voir de sa propre expérience, de discussion avec des amis, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Et donc du coup, par rapport à cette gamme de sacs en jute, on reçoit énormément de suggestions et d'idées qu'on analyse et qu'on voit. Bon, si à terme ça peut être quelque chose de viable aussi, parce que tout le monde voudrait un usage très spécifique. Moi je voudrais un sac à ça. Hein. Oui, mais l'idée c'est de maintenir des prix extrêmement bas pour que ça reste une alternative réelle. Donc à nous de juger entre les deux. Et puis également, c'est quelque chose que j'avais pas précisé, c'est toute une gamme de produits sur laquelle nous, en tant que fournisseurs, on marche très peu et auquel on demande à nos revendeurs, parce que c'est essentiellement par le biais de revendeurs, de faire la même chose pour réussir justement à garder une alternative. Quel pourrait être le conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs, aux jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur boîte, qui ont une idée? Voilà, j'ai envie de faire telle ou telle chose en Polynésie, mais j'ai besoin d'un conseil qui va me faire me lancer. Quel pourrait être ce conseil? Travailler beaucoup et être extrêmement patient. Il y a pas de raccourci. Il faut y aller de façon consistante, rigoureuse, jour après jour. Continuer de rêver, hein, c'est important, mais être extrêmement pragmatique et l'entrepreneuriat est loin d'être facile. Et c'est la persistance qui fera le succès. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. À très bientôt. À bientôt, merci.